J'accueille maintenant Emmanuel Deschênes, le maire des Éboulements. Monsieur Deschênes, bonjour. Bonjour. Vous avez été élu maire en remplacement de Pierre Tremblay en juin dernier. Comment se passe votre travail à cette nouvelle fonction? Écoutez, comme j'ai dit antérieurement, j'ai le premier matin, le lundi matin, là, suite à votre élection, j'ai eu le cafard un peu. Parce oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était comme... là, c'était vrai. C'était vrai qu'on était maire. C'était bien des suppositions. Et je me suis aperçu que c'était un grand privilège quand les gens te font confiance. Et je me suis aperçu pas de la lourdeur de la tâche, mais que la tâche était grandiose, était quand même grande. C'était des grandes responsabilités. Et comment se passe l'acclimatation après 5 mois? Écoutez, on est arrivé en période d'été. Ça m'a permis de faire des assemblées qui étaient quand même pas trop chargées, prendre connaissance des dossiers sur une période de transition quand même correcte, là, en 2 et 3 mois. Et je peux vous dire que depuis les 2 dernières assemblées, là, on est rendu dans le vif du sujet. Là, on voit que les vacances sont terminées. On voit que les gens viennent en grand nombre maintenant aux assemblées municipales. C'est excellent pour Vous avez des citoyens toujours aux assemblées? Oui, ça roule entre 30 et 40 personnes là, à chaque assemblée. Toutes les semaines. Le monde a des questions, le monde a des enjeux, a des interrogations. En démissionnant, le maire Pierre Tremblay avait dit qu'il y avait un climat de harcèlement au conseil, puis vous vouliez lutter contre ça. Est-ce que le ton a changé au conseil? Écoutez, heureusement, j'ai pas senti de ton malsain, tant au conseil qu'au niveau des citoyens. Je suis un ardent défendeur de la démocratie. Il n'y a pas personne qui va intimider le conseil, puis le conseil n'intimidera pas personne non plus. Je me fais le garant de ça. C'est ma job de maire en tant que le premier élu de la municipalité. Puis ça se passe très bien, là, en tout et partout. Là, j'ai aucun mot à dire. Quelles sont vos priorités? Les priorités, c'est de continuer les dossiers en cours. C'est quand tu arrives dans une élection, je veux dire qu'on termine un mandat, on ne peut pas arriver avec nos grands chevaux. Là. Il y avait quand même déjà des affaires d'enclencher. Oui. On continue ça, puis on prend connaissance des dossiers qui nous arrivent entre-temps. Et puis, dans le fond, je me donne la prochaine année pour peaufiner la suite des éboulements. Puis ça fait partie de mon mandat. Parlons-en des dossiers qui sont en cours. Là. Un qui fait beaucoup parler ces temps-ci, c'est le Sentier de la Rive, qui relierait en piste multifonctionnelle, cycliste-piéton, Saint-Joseph-de-la-Rive et Baie-Saint-Paul. Comment vous appréhendez le dossier? Parce qu'on sait qu'il était supposé y avoir une rencontre publique, qu'on a demandé de retarder la rencontre. Expliquez-nous un peu votre position comme municipalité dans le dossier. On avait retardé la rencontre parce qu'on avait des interrogations. Qui étaient sur différents enjeux que les citoyens avaient. Exemple, le stationnement, à quel endroit que le tracé allait passer, les enjeux avec la cohabitation, le surplus de gens que ça va amener. C'était des interrogations qui étaient légitimes. Et on n'avait pas de réponse du Sentier de la Rive. Ils sont venus nous rencontrer. Puis suite à la rencontre, là, on peut dire qu'ils ont vraiment enlevé toutes les interrogations auprès du conseil pour pouvoir s'en aller envers l'avant pour ce dossier-là. Donc, le projet a l'appui officiel du conseil municipal des éboulements là-dessus? Oui, le conseil et le maire sont tout à fait d'accord avec ce projet-là. Suite à ça, bien... Les consultations s'en viennent. Les consultations s'en viennent, puis les gens du Sentier de la Rive ont des devoirs à faire. Puis on va les laisser travailler. C'est pas la municipalité qui pilote ce dossier-là. La municipalité est un partenaire. Parmi les dossiers qui s'en viennent dans les prochaines semaines, il y a le budget. Est-ce que l'appui au sentier va apparaître dans le budget ou qu'est-ce qu'on doit s'attendre au niveau de votre budget municipal qui va apparaître au mois de novembre? Suite aux consultations, on va être obligé de se compromettre au niveau du Sentier de la Rive dans la prochaine année. Ça va être à confirmer avec l'avenue du prochain budget. Mais oui, effectivement, là, on va réserver des sommes là, pour pouvoir enclencher là,
le projet avec eux, avec le Sentier de la Rive. Mais est-ce qu'on balance ou on parle de hausse de taxes là, à venir? Comment se présente le portrait à ce moment-ci pour la municipalité? Pour le moment, la direction travaille le budget. Ouais. On a donné des orientations. J'ai donné des orientations à la direction. Okay. Fait que là, dans le fond, il y a 3 ou 4 rencontres qui s'en viennent là, pour le budget là, avec le conseil municipal pour en venir à pondre un budget en décembre là, qui sera viable pour tout le monde. Et qui sera à suivre. Parmi les autres gros dossiers, on parle du réaménagement du quai de la Traverse. On sait que c'est dans un grand plan là, du gouvernement du Québec. Elle pourrait même déménager dans un autre lieu que Saint-Joseph-de-la-Rive. Est-ce que le conseil municipal est au fait des derniers développements dans ce dossier-là? Puis on a l'impression qu'il ne se passe rien. Exactement. C'est le sens des interrogations, des périodes de questions qu'on a eues au cours des dernières assemblées. OK. Et j'ai pris l'engagement de rencontrer la STQ, qui d'ailleurs va avoir une rencontre en novembre. La date reste à confirmer, mais on a... Donc, vous devriez en savoir plus long en novembre. Oui, exactement. En novembre, là, on va faire un état de la situation avec la direction de la STQ. Quand je dis la direction, c'est Mme Bédard, là, la directrice générale. La directrice générale. C'est ça. Avec les locaux, là, on va se rencontrer. On est quand même les deux municipalités intimées. Et après ça, bien, pour savoir ce qu'on en est avec ce dossier-là, bon, c'est-tu à court, moyen ou long terme? Faut-tu... Mais vos citoyens sont insatisfaits à Saint-Joseph-de-la-Rive, la façon dont les quais sont aménagés, les files d'attente qui se prolongent jusqu'au milieu du village. Qu'est-ce que vous entendez là-dessus de vos citoyens? Écoutez, Saint-Joseph-de-la-Rive a toujours eu les quais. Et le trafic a toujours fait partie du paysage de Saint-Joseph-de-la-Rive. C'est plus l'inconnu des quais. T'sais, le quai s'en va-tu au Cap-au-Diable? Ben, il reste à Saint-Joseph-de-la-Rive. Le monde, ils veulent savoir. C'est ça qu'ils veulent savoir. Il n'y a rien de pire que l'inconnu. Et moi, je me suis engagé à dissiper l'inconnu pour savoir... Vous pensez être capable de dissiper l'inconnu au mois de novembre? J'espère. En tout cas, à suivre. Mais... Oui, on va vous réinviter certainement. Là, mais le but, c'est d'avoir une rencontre pour savoir ce qu'il y en a, là, parce que là, c'est comme un rang de sec fermé, là, pour pouvoir essayer d'aller voir ce qui se passe. Parlant des autres dossiers, est-ce qu'on doit dire enfin, définitivement, que la côte à Godin ne réouvrira pas? Non. Ça fait 2-3 ans maintenant que c'est fermé. On s'est comme perdu l'habitude d'utiliser ce chemin-là. Qu'est-ce qui arrive avec la côte à Godin? Les côtes à Godin, c'est un dossier qui est toujours en cours. On a eu un refus du ministère des Transports de considérer comme une route régionale. Exactement. Donc, c'est aux frais de la municipalité. Exactement. On avait demandé une subvention dans un autre programme où les fonds sont épuisés. Fait que là, à partir de maintenant, tous les ingénieurs vont être rencontrés pour voir où ce qu'on a failli, est-ce que notre plan est bon ou pas bon. Il y a une prochaine demande de subvention qui va être effectuée prochainement. Donc, on ne dit pas non à la côte à Godin. Le dossier, il n'est pas fort, mais il n'est pas mort. Fait qu'on va y aller dedans parce que c'est sûr et certain qu'on ne peut pas laisser aller ça encore. Parce que là, une année, il y a de l'entretien à faire. Tu sais, quand il ne se passe rien dans la côte, là, je veux dire, les crevasses, là, ils grandissent. On l'abandonne ou on l'abandonne pas. Oui, c'est ça, exactement. Il va falloir... Mais c'est sûr et certain que le statu quo ne pourra pas rester pour les 10 prochaines années comme ça. On demande une subvention ou pas. Une année, il y aura des décisions qui se prendront, mais là, on n'a pas l'information finale pour prendre des décisions finales. Donc, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que vous l'abandonnez? Non, impossible. Impossible. OK. Lorsque vous êtes fait élire, vous avez parlé que c'était important qu'il y ait de la relève au conseil municipal, puis que vous engagiez à ce qu'il y ait beaucoup de candidats qui se présentent aux prochaines élections. Les élections sont dans 1 an. Est-ce que votre plan est mis en marche? Avez-vous le temps de travailler là-dessus? Puis vous, est-ce que vous pensez vous représenter à la mairie? Le plan est mis en marche. Pour avoir de la relève. Pour avoir de la relève. Oui. Je fais des approches à différents citoyens que je pense qu'ils pourraient. Là, vous êtes en recrutement. En recrutement pour essayer de titiller au niveau de la politique municipale. Ouais. Je veux dire, il faut commencer comme ça. Ça, c'est un combat de tous les instants, on s'entend. D'ailleurs, vous êtes titillé pour la politique municipale. Là. Vous avez été conseiller de 2013 à 2021. Vous avez été battu. Vous vous êtes présenté comme maire. Vous avez été élu. Quelle mouche vous a piqué en politique municipale? Écoutez, ça, c'est des instincts qui sont à l'interne, qui sont extrêmement durs à expliquer. C'est comme des petites voix intérieures. Tu sais, on parle tout le temps de petites voix intérieures qui nous parlent. Oui. Et vous, la politique municipale vous parle? Bien, elle me parlait en 2013.
Et je m'étais donné un objectif en 2013 à faire 2 mandats. Je m'étais représenté pour un 3e mandat, puis Vous avez été battu. j'ai été battu. Puis c'est bien correct, c'est de la démocratie. Mais moi, l'idée, c'est que vous revenez comme maire. Qu'est-ce qui vous motive? Bien, écoutez, c'est toute la conjoncture qui m'a motivé à revenir. Ça m'a comme je vous dis, une petite voix qui me disait qu'il fallait que j'y aille. Et j'ai été élu maire. Fait que ça, c'est un nouveau défi qui se rajoute à mon historique de vie. J'ai plusieurs défis depuis les dernières années, bien, on en rajoute un, puis c'est pas fini parce que la vie, c'est tellement long qu'on peut en rajouter d'autres après. Allez-vous relever le défi l'année prochaine de vous représenter? Je suis en très grosse réflexion. C'est sûr et certain que c'est extrêmement intéressant, la position que je suis. C'est le fun quand les citoyens te félicitent, te disent qu'ils sont contents que j'ai été élu. Fait que ça donne un petit boulot. C'est certain que c'est stimulant pour prendre une prochaine décision là, qui sera annoncée ultérieurement. Mais je veux dire, ce n'est que du positif présentement depuis le début. Là. Je veux dire, ça reste que c'est une belle fonction. C'est une fonction qui est lourde. Bien, pas lourde, mais c'est une grosse fonction. C'est municipal, c'est reconnu par le gouvernement. Je veux dire, on signe les mêmes papiers qu'avec le maire de Québec puis que le maire de Montréal. Là. Fait qu'on a les mêmes pouvoirs. C'est juste que la grosseur de la ville est plus petite, mais c'est correct de même. Emmanuel Deschênes, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul a récemment tenu un 5 à 7 réseautage et conférences au restaurant Saint-Pob de la microbrasserie Charlevoix. On assiste au 2e 5 à 7 réseautage et conférences de notre association. Puis ça va vraiment, cette année, c'est nouveau, ce concept-là. On a fait le premier, le 31 mai, chez Diapason. Et là, ce soir, on est à la microbrasserie de Charlevoix pour notre 2e 5 à 7 qui répond à notre planification stratégique, qui va dans la proximité, dans le soutenir. Donc, ça permet un 5 à 7 comme ça de réseauter entre les commerçants et les partenaires. Donc, c'est comme ça qu'on peut offrir du soutien entre nous autres pour tisser des liens. Est-ce que c'est un besoin qui avait été exprimé par la communauté d'affaires? Oui, effectivement. On a fait un sondage de concertation au courant de l'été et c'est un besoin. Il y a même des sujets comme l'intelligence artificielle, on ne se le cachera pas, c'est beaucoup sur la table et c'est l'avenir. Donc, il y a des sujets comme ça qui sont suggérés par certains commerçants. Donc, entre autres, le 31 mai, on a fait justement une conférence avec Jessica d'Horizon Communication au niveau un peu des réseaux sociaux pour mettre notre commerce à l'avant, puis etc. L'éditeur du journal Le Charlevoisien, M. Sylvain Demeul, était l'un des conférenciers invités lors de cette soirée. Ce dernier a annoncé la création d'une nouvelle firme de communication spécialisée en imprimé. En fait, le 1er mai, pour mettre ça en contexte, le 1er mai, on annonçait, nous, le 1er mai, en fait, c'était le dernier journal papier. C'était la fin de l'hebdomadaire après plus de 25 ans. Du Charlevoisien. Du Charlevoisien. Donc, on faisait un virage numérique. Et dans ce virage numérique-là, il y avait différents aspects, différents éléments, dont la création d'une entreprise pour encore offrir le service d'imprimé aux entreprises. C'est ce qu'on a annoncé aujourd'hui. C'est un pré-annonce, parce que ça va être annoncé officiellement le 28 octobre. Bien que ça fonctionne déjà, on a déjà des contrats, le site Internet est en fonction, mais cela dit, il faut en parler, il faut l'expliquer aux gens. C'est vraiment une entreprise qui vise à fédérer les services en communication, particulièrement en imprimé, pour les entreprises de la place. L'agence La Typo offrira des forfaits clés en main aux entreprises et à la population de la région. En fait, c'est des solutions en matière d'imprimé. Les gens ont encore des flyers, comme on appelle en anglais, excusez l'anglicisme, des dépliants, des menus, peu importe, on a encore de l'imprimé dans nos entreprises. Alors, quand on arrive pour la production de ça, bien, ça demande certaines connaissances en communication, certains conseils aussi en communication, ça demande des graphismes, il faut l'imprimer, il faut être capable de distribuer. Vous irez même jusqu'à distribuer? Oui, tout à fait. C'est tous les services qu'on peut offrir aux entreprises de la place en fonction de leur budget, en fonction de leur quantité. Il n'y a pas de petites demandes. Ce n'est que des demandes pour aider, pour les soutenir dans la recherche d'une solution pour les imprimés. Malgré la récente fondation de cette agence, M. Demeul indique que les contrats vont déjà bon train.
Vous avez déjà des clients auprès de la ville de Baie-Saint-Paul? Oui, la MRC, il y a des privés aussi. On fait affaire avec MADA, on a fait affaire avec les marchés publics. On fait affaire aussi avec la mobilité collective Charlevoix, avec Jean-Louis. Donc, on a plusieurs déjà contrats, des gens. C'est vraiment l'objectif. C'est des gens qui ne s'y retrouvent pas de difficultés. Puis en même temps, mais ça devient lourd de négocier en communication quand on n'a pas les connaissances ou du moins on est moins habitué à ça. Alors nous, on prend ça en charge, on s'assure que les clients soient bien représentés, qu'il y ait le meilleur prix dans ce qu'on va pouvoir leur offrir. La typo est détenue par les éditions Nordiques, également propriétaires du journal Le Charlevoisien. La venue de cette nouvelle entité occasionnera des changements et la création d'emplois au sein de l'équipe en communication. Vous parliez, il y avait peut-être une division des équipes au sein du Charlevoisien. Il y a des gens qui vont travailler maintenant pour ce service-là. J'en suis la preuve vivante. Actuellement, je partage mon temps entre le Charlevoisien et la typo, mais je dirais éventuellement, il va falloir que je sois dans un ou l'autre des sièges. Notre graphiste, actuellement, ne fait plus partie du Charlevoisien, il fait partie de la typo. Donc, parce que les besoins en graphisme sont moindres pour un site Internet. Je dis, il y a du monde comme ça. Donc, il y a des gens qui vont transférer, il y a des emplois qui vont se créer, mais il faut le voir comme deux entreprises différentes. La firme spécialisée en imprimé sera officiellement lancée le 28 octobre prochain. Le Centre d'études collégiales en Charlevoix a tenu le 26 septembre dernier une grande fête pour souligner son 30e anniversaire. Cette soirée fut l'occasion de souligner l'importante mobilisation dont les Charlevoisiens avaient fait preuve, il y a 30 ans, pour revendiquer un cégep dans leur région. Paul-Henri Jean, qui était le premier directeur du Centre d'études collégiales en Charlevoix en 1994, témoigne de la situation de l'époque. Pourquoi il fallait partir un cégep dans Charlevoix? Bien, lorsque j'étais à l'école secondaire avec des amis et des partenaires de l'école, on parlait souvent de cette possibilité-là qu'il y ait un jour un cégep quelconque pour que nos étudiants puissent étudier dans la région. On trouvait que ça manquait au développement de nos jeunes et on trouvait aussi qu'il y avait des jeunes qui n'allaient pas au cégep parce que c'était coûteux, parce que c'était loin. Toutes les raisons étaient bonnes pour dire « je n'y vais pas ». Alors, on s'est dit, il faudrait, en quelque part, faire quelque chose pour qu'un jour, on identifie la possibilité de faire un cégep. Et qu'est-ce que vous avez fait? Bien, moi, c'est arrivé un peu circonstanciel. J'étais en train de finaliser ma maîtrise en administration publique. Et dans le cadre de ma maîtrise, j'avais l'obligation d'établir soit un projet, ou soit de faire une étude particulière pour défendre une thèse quelconque dans le cadre de ma maîtrise. Et à l'époque, comme on en parlait, j'avais pensé que c'était une bonne idée d'élaborer le projet d'un centre d'études ou d'un cégep à ce moment-là dans le cadre de ma maîtrise. Quelle était l'ampleur, la grosseur de ce cégep-là au moment où vous en êtes devenu le premier directeur général? Bien, on le jugeait entre 200 et 300 étudiants tout le temps. Qui offraient quel programme? La première année, excusez-moi, la première année, on avait quelques 120 ou 150 étudiants, je pense, commençant. Mais on a monté pas loin de 300 les années suivantes. On offrait les disciplines générales, comme telles, là, mais on offrait de l'administration aussi au départ. C'était l'essentiel de base qu'on donnait. Les étudiants qui s'en vont faire du général peuvent le faire chez nous. S'il y en a qui veulent faire une technique administrative, peuvent le faire chez nous. C'est ajouté d'autres techniques par après, là, mais c'était la base qu'on offrait au départ. 30 ans plus tard, qu'est-ce que ça a été pour vous? Comment vous estimez le plus gros impact de l'arrivée d'un cégep dans Charlevoix? Bien, le plus gros impact, je pense, c'est le fait que des jeunes qui n'allaient pas au cégep avant cela pouvaient maintenant y aller. Donc, ont pu développer leur propre personnalité en étudiant dans la région. Le deuxième impact, c'est la création d'emplois qu'on a faite parce que c'est quand même un budget important à chaque année qu'on a au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Sylvain Gaudreault, le directeur général du Cégep de Jonquière, souligne l'importance de démocratiser l'accès aux études supérieures pour les jeunes des régions du Québec. Sylvain Gaudreault, qu'est-ce que ça signifie d'avoir des satellites de votre cégep en région comme ça? Qu'est-ce que ça représente? Bien, une très grande fierté. C'est une très grande fierté parce que
Pour un cégep, dans le fond, la mission, c'est quoi? C'est d'offrir de l'enseignement supérieur à des gens, à des jeunes dans des régions qui en ont besoin. Donc, pour nous, d'être responsable du Centre d'études collégiales dans Charlevoix, c'est une très grande fierté parce que ça touche notre mission même. Je vous dirais, c'est quand on se replonge à l'origine des cégeps, après le rapport Parent, dans les années 60, bien, c'était ça l'objectif, c'était d'offrir de l'enseignement supérieur partout sur le territoire de façon équitable, démocratique. Je pense que le meilleur exemple de ça, bien, c'est le Centre d'études collégiales en Charlevoix. Il y a 30 ans, on a voulu créer ce cégep-là pour, entre autres, améliorer le niveau de scolarité des jeunes en région. Est-ce que vous pouvez estimer que les résultats ont été probants? Bien sûr, plus que probants. Puis moi, je suis retourné pour m'inspirer. Je suis retourné dans les archives des journaux de l'époque, en 1992, 93, 1994, jusqu'à la création du CECC. C'était l'objectif des gens qui se mobilisaient. On a même bloqué des routes et des ponts. On a manifesté devant l'Assemblée nationale pour s'assurer que le gouvernement allait accorder l'autorisation d'un centre d'études collégiales dans Charlevoix. La seule chose qui mobilisait ces gens-là à l'époque, les élus municipaux, les gens d'affaires, en 1993-94, bien, c'était ça, c'était offrir de l'enseignement supérieur aux jeunes de Charlevoix. Alors moi, je regarde ça avec un recul, puis je me dis, au bout de 30 ans, ils ont vraiment rempli leur objectif parce que c'est autour de 200 étudiants par année. Alors multiplié par 30, bien, ça fait, disons, une centaine d'étudiants qui diplôment à chaque année. Bien, ça nous fait 30 000 étudiants, là, tu sais. Maintenant, ces 30 dernières années, la situation a bien évolué en termes d'enseignement, ce qu'on enseigne aux gens. Comment on demeure pertinent en région par rapport à l'évolution des programmes? Bien, on demeure pertinent parce qu'on est toujours attaché à la réalité des besoins du milieu, que ce soit, par exemple, en soins infirmiers, en éducation spécialisée, en techniques administratives. Mais on forme aussi des étudiants dans les techniques, pas dans les techniques, mais dans les programmes préuniversitaires, donc pour conduire à l'université. Et ça fait en sorte que ces jeunes-là, ensuite, vont rester dans la région, beaucoup plus qu'avant. Donc, au lieu de quitter ou de s'expatrier pour étudier, bien, ils vont étudier chez eux, ils vont, après ça, découvrir un milieu de travail, peut-être même rencontrer leurs conjoints, conjointes, ils vont rester dans leur région. Alors, c'est un outil, un cégep, oui, de réussite pour les jeunes, mais un outil de développement régional, d'occupation du territoire. Et ici, dans Charlevoix, on est souvent frappé avec raison par la beauté des lieux, par l'aspect touristique, mais il y a aussi des gens qui vivent dans plein d'autres domaines, qui gagnent leur vie dans d'autres domaines. Puis ça, bien, il faut fournir de la main-d'œuvre. C'est un bel outil, mais c'est un outil qui est dispendieux. Vous gérez déjà un cégep qui fait face quand même à une situation financière qui est assez difficile. Qu'est-ce que ça représente comme investissement que de maintenir un campus en région, en Charlevoix? Bien, je pense que vous avez dit le mot-clé, là, ce sont des investissements. Moi, je ne vois pas ça comme des dépenses, ce sont des investissements de quelques millions de dollars par année, pour entretenir les lieux, maintenir les lieux, payer les enseignants, le personnel, etc. Mais c'est un investissement qui fait en sorte qu'à long terme, bien, c'est toute la région qui en bénéficie. Alors oui, c'est de l'argent public, mais c'est bien placé parce que ça retombe dans la région. Mais ce sont des choix que vous devez faire comme administrateur à partir du cégep de Jonquière. Combien on contribue à développer Charlevoix? Bien, c'est sûr qu'à chaque année, mais c'est la même question qui se pose pour tous nos programmes. Alors, il faut qu'on fasse des choix. Mais je vous dirais que le Centre d'études collégiales en Charlevoix, dans le fond, qu'il y a 200 étudiants. Si je compare à d'autres programmes, disons comme Arts et technologies des médias, chez nous, qui a 6 à 800 étudiants à peu près. Donc, c'est le tiers, disons, Charlevoix par rapport à ATM. Bien, ils vont chercher beaucoup plus de moyens parce qu'il y a son propre pavillon ici dans Charlevoix, son propre campus. Il y a différents programmes. Ça nous prend plus de laboratoires technologiques pour soins infirmiers, laboratoires de physique. Ça nous prend une bibliothèque autonome, ce qu'on n'a pas dans les autres programmes parce qu'ils bénéficient de l'ensemble des services du cégep de Jonquière. Donc, c'est peut-être par tête de pipe, par étudiant, un peu plus élevé, mais ça vaut le coup. Vous soulignez aujourd'hui le 30e anniversaire du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Est-ce que 30 ans, ça veut dire que la pérennité du centre collégial est maintenant assurée ou garantie? Oui. Moi, je ne suis pas inquiet.
je verrais mal un gouvernement dire on ferme le centre d'études collégiales dans Charlevoix. Je pense que ça serait à peu près... Les manifestations reprendraient. Bien, ce serait l'équivalent du tremblement de terre de 1664. Là. Ça serait un deuxième tremblement de terre ou le météorite là, qui a créé le Charlevoix. Donc, c'est impensable. Et moi, je veux surtout envoyer le signal suivant, c'est que pour le cégep de Jonquière, c'est une fierté. Le cégep de Jonquière sera toujours au rendez-vous pour le centre d'études collégiales en Charlevoix. En tout cas, ça, c'est sous ma direction. C'est clair et net. Et je pense que pour la direction, les prochaines directions générales, ça va être aussi un acquis important pour le cégep de Jonquière. 30 ans plus tard, qu'est-ce que c'est que le centre d'études collégiales en Charlevoix? Le centre d'études collégiales en Charlevoix, 30 ans plus tard, c'est devenu un beau milieu de vie, un milieu d'études où les jeunes peuvent se développer et, dans le fond, étudier, selon leur choix de leur programme d'études, pour soit aller vers le marché du travail ou aller vers des études universitaires. Donc, on offre quand même plusieurs programmes, dont un nouveau programme qu'on veut offrir à l'automne prochain, qui est gestion d'établissement de restauration, en collaboration avec l'Institut d'hôtellerie du Québec. De nos jours, avez-vous l'impression que le centre d'études bénéficie d'autant de support de la part de sa communauté? 30 ans plus tard. Vraiment. Ça se manifeste comment? C'est une des choses qui m'impressionne le plus. À chaque fois qu'on organise un événement, à chaque fois qu'on lève la main pour soit du soutien à des élèves pour des activités parascolaires, ça dit toujours présent. La communauté de Charlevoix est toujours présente. Puis je pense que ce soir, à notre souper du 30e, avec les 120, 125 personnes qui sont présentes, on peut vraiment le constater parce qu'on a des gens des MRC, des gens du domaine de l'entreprise privée qui sont présents. C'est quand même spécial. Dans les grandes villes, c'est moins le cas. Mais dans une communauté comme ici, en région, on sent que la communauté croit énormément au centre d'études et souhaite vraiment qu'on puisse poursuivre nos activités, je dirais encore 30 ans. Hélène Roberge croit que le plus grand enjeu pour les prochaines années demeure encore celui de soutenir, au mieux, les étudiants qui fréquentent le Centre d'études collégiales en Charlevoix. Les jeunes, en 2025, vivent quand même plusieurs choses plus difficiles, au niveau social. On parle même d'une génération anxieuse. On parle même d'une génération anxieuse. Vous avez entièrement raison. Alors, un de nos enjeux, c'est d'offrir tout le soutien nécessaire à ces élèves-là par l'entremise de professionnels qui sont déjà en place. Mais est-ce qu'il faudra augmenter un petit peu notre offre? Là, il faut vraiment s'ajuster par rapport à tout ça. On est en train de le faire, puis on va continuer à le faire. Le Centre communautaire Pro-Santé célèbre en ce mois de septembre 2024 ses 50 ans de service offerts à la communauté de Baie-Saint-Paul. On célèbre les 50 ans du Centre communautaire et donc on a mis en place 3 grands événements. Donc on considérait très important de souligner nos bénévoles, donc l'action bénévole parce que c'est vraiment le cœur du Centre communautaire. Donc aujourd'hui, c'était un brunch festif pour les bénévoles. Ensuite, on a un 5 à 7 ce soir pour remercier nos partenaires, donc tous ceux qui nous aident, autant financiers, autant au niveau de la récupération de denrées alimentaires. Donc, ça aussi, encore une fois, c'est extrêmement important, les partenariats qu'on a avec la communauté. Et aussi, vendredi, donc on a un souper pour l'ensemble de la population. Donc, on voulait rejoindre, dans le fond, tout le monde qui peuvent graviter autour du centre communautaire, puis célébrer avec eux. La mission du centre a grandement évolué depuis son ouverture en 1974. À la base, c'était vraiment l'accueil, l'écoute, l'information. C'était vraiment de se rassembler des groupes de femmes ensemble pour vraiment
voir c'était quoi les besoins et de quelle façon ils pouvaient y répondre. C'était vraiment ça, là, à la base. Des besoins que les femmes de l'époque rencontraient. Exactement. Lesquels? Bien, tu sais, entre autres, ils ont créé une garderie. Donc, les mères monoparentales ont créé une garderie dont chaque mère se rassemblait. Parce que oui, ça existait, c'était beaucoup plus des veuves à l'époque, mais on commençait à avoir des séparations. Donc, ils se relayaient une l'autre pour que c'est ça, créer, dans le fond, pouvoir soit aller travailler ou faire leurs activités, aller comme si on le ménage, tout ça. Donc, ils s'entraidaient entre elles. Il y avait également, là, on a vu aussi des dépannages alimentaires, donc on avait quand même des femmes dans la pauvreté. Il n'y avait rien qui existait, l'aide sociale était quand même dans ses tout débuts, tout ça. Fait qu'il n'y avait pas autant de services qu'on a aujourd'hui. Ça s'est modulé au cours des années parce qu'il y a eu des services qui ont existé qui n'existent plus. On pense à la garderie, le carrousel qui existait à l'époque. Donc, c'était un besoin pendant un certain temps et qui, à un moment donné, a disparu parce que les garderies, les vraies garderies ont commencé à se créer au Québec. Par la suite, on a eu quand même le dépannage alimentaire qui s'est transformé vraiment en banque alimentaire. On a ajouté les paniers de Noël. On a eu après ça tous les services de soutien à domicile qui sont apparus. Donc, on pense aux repas communautaires, on pense au transport accompagnement bénévole pour les rendez-vous médicaux. Et on a ajouté plein de choses au fil du temps. Et maintenant, on est rendu avec une troisième mission. Donc, on parle de la lutte à la pauvreté, soutien à domicile pour les aînés. Et maintenant, on a ajouté dernièrement l'itinérance, l'instabilité résidentielle, parce que le centre communautaire a toujours répondu d'abord aux besoins de la communauté. Donc, le centre communautaire a toujours été à l'écoute des besoins et a créé des services en fonction des besoins. Les bénévoles jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de l'organisme à but non lucratif. Sans les bénévoles, même encore aujourd'hui, on a plus de 190 bénévoles, on ne pourrait pas offrir les services parce qu'il n'y a pas d'argent, suffisamment d'argent qui pourrait être investi pour tout le temps bénévole que les bénévoles offrent là, vraiment dans la communauté. Parce que les bénévoles, c'est les gens qui vont à domicile, entre autres, porter la popote roulante, qui vont aller chercher quelqu'un qui a besoin d'accompagnement pour un rendez-vous médical. Bien, ces personnes-là, à domicile, ils ne voient pas grand monde. Hein? Ça fait que les bénévoles, dans le fond, c'est souvent la visite de la semaine pour ces personnes qui sont vulnérables ou qui sont en isolement. Donc, pour eux autres, c'est très important d'avoir la visite du bénévole une fois par semaine. Ça fait que c'est important aussi de souligner le travail des bénévoles. C'est un don de soi immense, être un bénévole. Alors moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est on a besoin de vous. On aura toujours besoin de bénévoles. C'est très important. Merci de vous impliquer. Merci de faire une différence. Merci d'être là. Et pour tous ceux qui vont partir, pour les nouveaux qui vont revenir, merci. Au dire d'Annie Bouchard, la réussite du bénévolat au centre communautaire s'explique notamment par la transmission intergénérationnelle. En fait, ce qu'on constate, c'est que si les parents inculquent le bénévolat à leurs enfants, c'est nos bénévoles de demain. On voit vraiment que j'ai des gens autour de moi, là, des proches, que les parents n'ont jamais fait de bénévolat. Même rendus à l'âge adulte, ces gens-là n'ont pas tendance à faire du bénévolat. C'est une belle, je pense que c'est une belle éducation, puis c'est des belles valeurs à offrir à nos enfants, de dire on s'investit pour la communauté, parce que c'est nos bénévoles de demain. Bien, nous, on fait la popote roulante. Donc, à chaque jeudi, une fois par semaine, on va porter des plats qui ont été préparés ici dans le Centre Pro Santé.
puis on les amène chez les gens qui en font la demande. Donc, on fait la tournée là, par le rang Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul, puis après à Saint-Urbain. Puis vous avez décidé d'inclure vos enfants dans ces activités-là? Oui. Dans le fond, nous, on fait l'école à la maison, puis on trouvait que c'était un apprentissage qui était vraiment important pour les enfants d'apprendre à contribuer dans la communauté. Là. Donc, c'est une belle expérience pour eux. Ça leur permet de rencontrer des personnes âgées. On a créé des beaux liens avec certains des gens chez qui on va, des liens privilégiés. Puis, c'est vraiment une expérience en famille qui est très riche. Là. Est-ce que vous, quand vous étiez plus jeune, vous en avez fait du bénévolat dans votre famille? Oui, en fait, moi, ma mère m'amenait, je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Là. Ma mère m'amenait dans les centres de personnes âgées, puis elle demandait, dans le fond, est-ce qu'il y avait des gens qui ne recevaient pas de visite? Puis elle m'amenait, on allait voir les gens qui n'avaient pas du tout de visite pour justement un peu briser leur isolement. Puis c'est des choses qui ont été marquantes pour moi, puis on dirait que j'ai toujours senti que c'était quelque chose qui était important de transmettre. Là. Donc, ça perpétue la roue? Exactement. C'est ça. Les services du centre communautaire apportent beaucoup aux bénéficiaires des services, mais également aux employés et aux bénévoles. Moi, le centre communautaire m'a apporté une famille, premièrement, parce que l'équipe de travail, c'est comme ma deuxième famille. Tu sais, je me suis jamais levée un matin en n'ayant pas envie d'aller travailler. Tous les jours depuis 2018, je le dis, j'ai des frissons. Je vais travailler en étant heureuse et en sachant que je fais une différence dans la vie des gens, autant les aînés, autant les personnes en situation de vulnérabilité financière, mais je fais une différence dans ma vie à moi aussi. Parce que concrètement, ça m'apporte autant de donner aux autres. Donc, je reçois énormément, moi aussi, de côtoyer les gens, les bénévoles, de créer des liens, de me sentir ancrée dans ma communauté. Donc, moi, je suis fière de mon travail, je suis fière de mon équipe de travail, je suis fière de mon centre communautaire, puis fière de ma communauté. Depuis très longtemps, je suis là à la moisson. Je m'occupe beaucoup de la moisson, un peu des paniers de Noël, et puis c'est tout ça. Puis avant, jadis, dans les premières années, on faisait du théâtre ici pour le centre communautaire. Pourquoi c'est important pour vous de venir à chaque semaine? De venir aider. Il y a tellement de gens qui ont besoin. C'est toujours intéressant de venir et puis de se dire on aide au moins des gens qui sont dans le besoin. Même nos bénévoles qu'on a ici, au niveau de la moisson, c'est vraiment, on forme un groupe qui est scellé depuis des années déjà. Ça fait qu'on a du plaisir de se retrouver. C'est un moment social, puis un moment de service à la communauté. La directrice générale entrevoit un avenir brillant pour l'établissement de Baie-Saint-Paul. On se souhaite de continuer d'avoir nos valeurs communautaires, de répondre à réellement des besoins, puis de faire une différence dans la vie de plusieurs personnes de la communauté. La population qui souhaite contribuer au service de bénévolat du Centre communautaire Pro-Santé peuvent contacter Mme Annie Bouchard. Le maire de Baie-Saint-Paul, M. Michael Pilote, s'est récemment entretenu avec les commerçants de la ville lors d'une soirée de réseautage organisée par l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Ce soir, en fait, c'est un 5 à 7 qui est organisé par l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Il en organise quelques fois par année. Ça change d'invités. Cette semaine, on m'avait demandé d'être présent, de pouvoir avoir une question-réponse avec les gens d'affaires, la communauté d'affaires de Baie-Saint-Paul. Et c'est avec grand plaisir que j'ai décidé de participer à l'activité, donc de pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées par la communauté d'affaires, de donner des réponses, de les rassurer dans certaines situations. Donc, et de mentionner aussi vers où on s'en va comme organisation, vers où la ville s'en va dans ses orientations. Et je pense que ça a été bien apprécié ce soir.
Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette discussion de type questions-réponses avec l'élu municipal. Bien, il y a plusieurs thèmes. Il y a 3 thèmes le plus majoritaires. Puis c'est des questions qui sont ressorties des enjeux qu'on connaît, qui ne sont pas nécessairement nouveaux, mais qui est important de continuer de travailler au niveau de l'urbanisation, entre autres, au niveau du centre-ville, en périphérie également, parce qu'il ne faut pas oublier nos commerçants en périphérie. C'est important de continuer à ce que ça grandisse ensemble, qu'on ait une main dans la main. Tout ce qui est côté aussi RSE, donc la responsabilité sociétale d'entreprise au niveau de l'environnement, comme les bouteilles d'eau, les remplissages, pour éviter qu'on ait des bouteilles en plastique. Et le sujet également des toilettes publiques pour nos tourismes de ce côté-là. Donc, c'est tous des sujets qui ont été abordés dans le question-réponse. Le maire pilote a également profité de l'événement pour faire une annonce quant à une activité phare de Baie-Saint-Paul. Oui, ce soir, on a annoncé au fait que le marché de Noël de Baie-Saint-Paul va revenir comme initialement là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, au grand bonheur des commerçants. On a écouté en quelque sorte là, la communauté des gens d'affaires et les citoyens de Baie-Saint-Paul. Il y avait plusieurs personnes, moi le premier, qui était nostalgique là, de la perte du marché de Noël de Saint-Jean-Baptiste, en fait, là, qui était relocalisé dans la cour de l'église. Et cette année, on a décidé là, que pour l'édition qui s'en vient dans quelques semaines, de la tenir là, sur Saint-Jean-Baptiste comme on avait lors des premières éditions du marché de Noël. L'Association des gens d'affaires recevait beaucoup de critiques à cet égard-là et on leur demandait de revenir sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et nous, à la Ville, autant quand j'étais conseiller municipal, quand la décision avait été prise de retourner, d'aller plutôt là, dans la cour de l'église, que maintenant, depuis que je suis maire, je m'en fais parler à chaque année. Les gens me disaient tout le temps, « Monsieur le maire, on trouve ça bien dommage que ce soit dans la cour de l'église. On aimerait que ça revienne sur Saint-Jean-Baptiste. » Et cette année, il y a eu des discussions, le momentum est là et on a décidé là, de concert avec l'Association des gens d'affaires de retourner sur Saint-Jean-Baptiste pour la prochaine édition. Le maire tient également à rappeler l'investissement réalisé par la Ville pour la tenue de l'événement. Dans le marché de Noël, on parle de 40 000 d'aide financière de la Ville de Baie-Saint-Paul, plus de l'aide technique qui est fournie. C'est quand même une aide qui est considérable, mais c'est un événement qu'on est bien content d'avoir sur le territoire, qui aide la communauté d'affaires de Baie-Saint-Paul et en même temps qui aide au niveau de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, puisque les Baie-Saint-Pauloises et les Baie-Saint-Paulois sont bien heureux de pouvoir participer au marché de Noël qui a lieu chaque année. D'autres conférences et activités de réseautage de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul sont à venir au cours des prochains mois. Le service d'accueil des nouveaux arrivants de Charlevoix-Côte-de-Beaupré organisait récemment la toute première édition de la fête de l'équinoxe à Baie-Saint-Paul. C'est une grande fête dans le cadre du programme de la MRC, dans lequel on veut faire une grande fête pour l'accueil des nouveaux arrivants dans Charlevoix. Une foule d'activités ont été planifiées dans le cadre de cette journée. On a déjà, dans le fond là-bas, on a la fermette, donc qui a été un gros hit chez les enfants, avec les animaux et tout ça. On a le maquillage pour les enfants. On a le festif qui nous a prêté les beaux jeux que vous voyez ici. On a eu un conteur africain qui a eu beaucoup de succès aussi. On a la DJ qui est là, qui a animé la journée beaucoup aujourd'hui. Puis évidemment, tous nos kiosques de nos organismes qui sont venus participer avec nous ici. Puis le monde, les enfants qui courent partout, les piñatas. L'événement a aussi mis à l'honneur les traditions culinaires de diverses régions du monde représentées dans la population charlevoisienne. On avait un volet culinaire, on avait, je crois, en tout une dizaine de chefs professionnels qui sont venus bénévolement nous faire goûter à leurs plats. Je leur ai demandé des plats typiques de leur pays, donc ils sont chacun venus avec leurs plats qui avaient le goût de faire découvrir à la population de Charlevoix. Puis, je le répète, ils ont tous fait ça bénévolement. Toutes les heures de travail que ça a demandé, ils l'ont fait bénévolement pour venir à la rencontre de leur nouvelle place d'accueil. La fête familiale avait pour objectif l'ouverture à la diversité et la rencontre interculturelle dans Charlevoix. Bien, je pense que ça montre déjà, pour les personnes, des nouveaux arrivants, ça montre une ouverture de la population locale à tout ce qu'ils ont. Ils ont peu de chances de se croiser dans la vie de tous les jours.
Donc, on voit vraiment un beau mix de population ici. Puis là, on voit qu'il y a de l'ouverture du monde de Charlevoix. Pour le monde de Charlevoix, ça leur permet de rentrer en contact avec ces nouveaux arrivants-là. C'est qui, qu'est-ce qu'ils font, puis leur plat. Est-ce qu'on a souvent l'occasion de manger comme ça dans Charlevoix? C'est assez rare. T'sais? Donc, la cuisine, je pense que ça rassemble tout le monde en partant. Est-ce qu'il y a des liens qui se créent dans les gens qui se rencontrent ici? C'est tout le temps le but. Donc, on aimerait bien que des liens se créent. Donc, le monde, oui, partage. J'en ai vu plusieurs qui s'intégraient dans des groupes déjà de discussion et tout ça. Puis on vit sur le long terme, évidemment. Donc, à un moment donné, le monde finisse par se côtoyer, finisse par se saluer à l'épicerie. Et à un moment donné, va créer des liens. C'est 100 % le but de mon programme sur lequel je travaille. Ma famille, c'est loin de moi. Donc, c'est pour cela que je me considère tout le monde ici comme ma famille. Ma première famille ici, c'est mon employeur, c'est mes collègues de travail. Après, c'est mes amis, donc les autres nationalités ici. Comment tu vis le fait d'être éloigné comme ça des origines, de la famille, de tes amis là-bas? Je vois que ça nécessite beaucoup d'efforts mentaux, vraiment, pour vraiment trouver d'autres repères, d'autres ressources, c'est ça. Donc, c'est pas facile, mais on fait des événements, c'est des événements récréatifs comme ça. Et, ça nous facilite la vie, ça nous permet vraiment d'être actifs, de rencontrer des gens et de faire pas mal des activités. Ce type d'événement rend possible le déboulonnage des préjugés à l'égard des personnes issues de l'immigration. Ça lutte contre tous les préjugés aussi. Quand on entend des trucs comme ah, ils profitent des programmes, les programmes sociaux, ils vont faire de l'épicerie gratuite, admettons, des trucs comme ça, mais quand ils les voient, puis quand ils se rendent compte que c'est du monde qui travaille fort, mais qui arrive ici, qui n'ont rien, on comprend mieux pourquoi, des fois, il peut y avoir des difficultés. À la moindre petite embûche, des fois, bien, ça nous fait tomber. C'est important d'avoir de l'aide socialement, que tout le monde appuie ces gens-là. On en a besoin, là. On a besoin dans la région. Puis au-delà du travail, ça fait une ouverture sur le monde qu'on a ici. Je suis ici depuis, on va dire, 6 mois. Et du coup, je reste quand même considéré comme un nouveau arrivant. Parce que j'ai passé pas mal de situations, que c'est pas difficile. C'est pas facile plutôt pour nous, pour bien s'intégrer. Donc je me mets à la place de tout le monde ici. Et ça me permet aussi d'avoir une autre vision. Donc de savoir où je me suis placé maintenant par rapport aux autres qui viennent de venir, ou les anciens aussi. Parce que c'est une opportunité pour rencontrer les anciens ici, les anciens arrivants et tout. Alexis Côté explique que la mise sur pied d'événements interculturels comme la fête de l'équinoxe permet de réfléchir collectivement aux obstacles que rencontrent les nouveaux arrivants dans une région comme celle de Charlevoix. Déjà, on peut dire qu'un obstacle qui est très souvent cité, c'est la langue. Donc, on a beaucoup d'hispanophones, entre autres, ici. Puis, ils font des efforts surhumains pour apprendre le français, mais c'est très difficile. La prononciation du français, c'est loin de la prononciation espagnole. Alors, des fois, ils arrivent dans les commerces, ils demandent des choses, ils se forcent pour parler en français, puis ça va arriver que des fois, il y a de l'impatience de l'autre côté parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ils se font mal répondre parce qu'il y a ça. Donc, on demande au monde, s'il vous plaît, un peu de patience, laissez-les parler. Après ça, Charlevoix, c'est une communauté tissée serrée. Puis ça, c'est vrai pour tous les nouveaux arrivants. Moi-même, qui est dans Charlevoix depuis bientôt 4 ans, j'arrive de Montréal, je l'ai vu au début. Il y a comme... Le monde sont très ouverts, très gentils, mais pour rentrer dans les cercles, là, c'est plus difficile. C'est vraiment des communautés qui sont habituées de se côtoyer tout le temps. Donc, quand on vient de l'étranger puis qu'on voit ça, bien, des fois, on n'est pas habitué comme ça. On n'est pas habitué. On est habitué à vraiment l'esprit de village. Pour beaucoup de monde, c'est ça. Donc, de ne pas être intégré dans ces cercles-là, ça peut être difficile pour eux. Qu'est-ce que vous diriez aux gens d'ici qui nous écoutent aujourd'hui? Je leur dirais, bien, comme je disais tantôt, soyez patients. Ils essayent fort. Puis je vous dirais, le moindrement que vous faites un pas vers les cultures différentes, vous allez voir à quel point ça ouvre l'esprit, on voit plus loin après ça. On se couche moins niaiseux le soir, automatiquement. Façon de parler québécoise, là. Mais ça va nous ouvrir nos horizons vers d'autres choses. Puis
je pense que c'est juste de la richesse que ça apporte tout le temps. D'autres événements interculturels sont à prévoir au service d'accueil des nouveaux arrivants de Charlevoix-Côte-de-Beaupré au cours des prochains mois.